Donc évidemment, je crois qu'après, il y a le petit message de service. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans la conversation. On a gardé un temps à la fin du COSUI pour apporter des réponses. Tant que vous ne parlez pas, merci de fermer les micros pour qu'on évite les larcènes et les échos, comme on a vu en début de séance. Si on se dit de l'ordre du jour, aujourd'hui, on va commencer par rappeler, normalement assez rapidement, l'ambition du Ségur, quelle est la méthode avec laquelle on déploie ce programme depuis maintenant plus de 2 ans et demi. On fera une synthèse des grands résultats, à la fois en termes d'alimentation de mon espace santé, de prise en main par les patients, et on parlera même des premiers usages de consultation par les professionnels de santé. Alors évidemment, il y a un petit bug, la numérotation a sauté, on le mettra dans une version propre sur la version en ligne. On fera ensuite un bilan plus approfondi de la vague du sanitaire qui s'est clôturée à la toute fin d'année, là juste avant les fêtes de fin d'année. On fera un mot rapide sur le programme SONES. On zoomera ensuite sur tous les dispositifs qui ont lieu dans le médico-social. Et puis, on vous dira un mot de la vague 2 et de la suite du Ségur avant de passer aux questions-réponses. Sans plus attendre, parce qu'avec les petits problèmes techniques, on a déjà pris un peu de retard, je propose de rentrer tout de suite dans la première séquence. Alors, à ce stade, je fais l'hypothèse que vous êtes déjà toutes et tous bien au fait de l'ambition du Ségur, mais ça ne fait jamais de mal de le rappeler. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Le Ségur, il est là avec une mission très claire, c'est de généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé, d'une part entre professionnels, mais aussi avec le patient. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique, ça veut dire permettre des usages extrêmement concrets sur le terrain pour répondre aux attentes des patients, des professionnels, et in fine, pour mieux soigner, mieux prévenir et mieux accompagner. Ces usages, c'est déjà commencer par rendre leurs données de santé aux Français, en faisant en sorte que le patient, dont les données de santé sont aujourd'hui, entre guillemets, éparpillées dans différents systèmes, celui de l'hôpital dans lequel il est allé, dans le dossier patient de son médecin traitant, etc., qu'il ait dans son profil Mon Espace Santé une copie numérique de ses documents de santé, systématiquement à chaque épisode de soin. Ça veut dire aussi de permettre l'usage que chaque professionnel de santé, autorisé par le patient, il puisse consulter cette information dans le profil Mon Espace Santé de son patient. Mais ça veut dire aussi que le professionnel de santé, il est destinataire par messagerie sécurisée de santé du résultat de tous les examens qu'il prescrit. Et puis, ça veut aussi dire que le médecin traitant, notamment, il reçoit par messagerie sécurisée de santé une copie des résultats des examens et des documents de sortie d'hospitalisation. Donc, vous voyez, à la fois, c'est une grande ambition et une déclinaison en cas d'usage extrêmement concret. Donc ça, c'est ce qu'on cherche à faire. Si je dis un mot de la méthode maintenant, vous le savez, on a 3 étapes dans le voyage qu'on a entrepris ensemble. La première étape, c'était de doter tous les patients d'un profil Mon Espace Santé. On le verra tout à l'heure. Ça, c'est maintenant une case qui est cochée. La vague 1 du Ségur, elle avait, entre guillemets, un but de guerre. C'était d'arriver à cette deuxième étape qui était d'atteindre une masse critique de documents dans Mon Espace Santé. On le verra dans un instant pour vous montrer que le pari il est en passe d'être réussi. Et puis, on aura ensuite cette troisième étape, et ça sera le cœur de la vague 2, de faciliter l'utilisation de cette information par les professionnels. Donc, on vous a remis, mais je vais passer rapidement, les grandes particularités de ce programme, à la fois autour de l'investissement, niveau massif d'investissement, et puis les différents leviers qui sont actionnés pour s'assurer que les logiciels sont conformes et pour venir financer un déploiement massif de ces mises à jour, mais aussi pour financer les usages numériques des différents professionnels, en ville, à l'hôpital, dans le médico-social. Et puis, on en dira un mot en fin de comité de suivi sur le volet réglementaire. Et puis, avec le Ségur, on est venu aussi agir au-delà de ces 3 grands leviers pour renforcer la place du numérique dans tout un tas de dispositifs qui préexistaient. Et puis, et c'est Jean-Baptiste qui nous en parlera un peu plus tard, on vient aussi agir pour que le partage il soit sécurisé sur les sujets de cybersécurité autour du logiciel, notamment avec le programme CARE. Voilà, si on résume, on s'était vu en comité de suivi le 13 septembre de mémoire. On n'a pas chômé depuis, on vous a mis quelques jalons marquants. On a vécu des grands jalons sur la vague 1 du sanitaire, on en reviendra dans un instant, le 20 septembre avec la fin des déploiements et le 14 décembre avec la fermeture du guichet de l'Agence de services et de paiement. On a eu aussi du travail sur le médico-social où on est venu en novembre clarifier le calendrier de finalisation des SONS de la vague 1 pour le médico-social. On a eu un moment assez marquant le 20 novembre avec une journée de travail extrêmement riche en mettant dans la même pièce, entre guillemets, ou la même arena à Paris Santé Campus, les médecins, y compris des médecins de terrain, les éditeurs qui ont joué le jeu et les pouvoirs publics. Ça, c'était aussi un des grands moments du semestre. Et puis, bon, évidemment, le 10e Conseil du numérique en santé. Et puis, en fin d'année, les sujets sur SONES qui ont déjà eu l'occasion d'être partagés.
pour venir étendre la dernière fenêtre. Et puis, tout récemment, là, je crois que ça a 2 jours, venir publier les résultats des fenêtres désormais terminées. Et puis, tout au long du semestre, tous les travaux sur la vague 2, mais je passe parce qu'on en dira un mot tout à l'heure. Maintenant, si on parle des résultats, alors évidemment, on va commencer à chaque fois avec notre indicateur le plus important, celui avec lequel on essaie de tirer tout le programme sur l'alimentation de mon espace santé. On a eu l'occasion d'en parler aussi au Conseil du numérique en santé en décembre. Pour rappel, on estime qu'il y a au moins 500 millions de documents papier qui sont remis aux patients chaque année tout au long de leur parcours de soins. Et donc, le but de cette vague 1, c'était d'atteindre cette masse critique. Et donc, on s'était fixé en disant, finalement, pour atteindre cette masse critique, il faut qu'on arrive au moins au seuil symbolique d'un document sur 2 qui arrive dans mon espace santé. Ce qui, en pratique, fait un rythme annuel de documents de 250 millions par an. On était environ à peine à 5 ou 6 au moment où le Ségur se lance. Donc là, vous voyez la courbe. C'est une courbe, du coup, sur les 3 années du Ségur. Donc, on voit qu'elle est quand même plutôt bien orientée. Quelques chiffres à avoir en tête. Alors, en décembre, on voit que la hausse a continué, même si elle a continué un peu moins forte. C'est l'effet de baisse d'activité des fêtes de fin d'année. On s'y attendait. C'est plus de 19 millions de documents de santé qui ont été envoyés par les professionnels vers mon espace santé en décembre. Je sais que Ella aime bien dire que chaque mois, il se passe plus de choses que dans les 15 premières années du DMP. C'est quand même un point assez marquant. Si je parle en rythme annuel, on est donc en approche de cette barre des 250 millions de documents. Une autre façon de le dire, c'est aujourd'hui, au rythme où on est, chaque compte Mon Espace Santé ouvert, il reçoit en moyenne environ 3 documents et demi par an et par personne. Et puis, on a continué à augmenter depuis le précédent COSUD de septembre. On a encore augmenté de 30% là, depuis le mois de septembre. Voilà, donc on est aujourd'hui en passe de tenir ce pari de la masse critique d'informations disponibles dans mon espace santé. On reviendra tout à l'heure sur le détail, secteur par secteur. Ce qu'on voulait vous montrer maintenant, c'est qu'au-delà entre guillemets, du plaisir de dire qu'on atteint les objectifs, c'est de vous montrer que tout ça, ça a déjà des conséquences sur le terrain, d'une part du côté des patients et d'autre part du côté des professionnels qui commencent aussi à consulter. Et si j'ai été bien briefé, je crois que c'est Sandrine de l'assurance maladie qui va nous dire un mot pour le côté patient. Oui, bonjour à tous. Donc, on fera 2 voix avec Claire Vigier. Donc, côté patient, vous voyez que là aussi, les usages décollent, puisque donc sur mon espace santé, on arrive là dans les prochaines semaines à quasiment entre 95 et 97% de Français pour lesquels on a pu créer un compte Mon Espace Santé. On était sur des chiffres un peu en deçà au moment de la vague de création des Mon Espace Santé il y a quelques mois, et on a pu lancer une nouvelle vague de création là, ces dernières semaines pour des patients pour des usagers pour lesquels nous n'avions pas de coordonnées de contact. Et donc là, l'action est en cours pour pouvoir arriver d'ici février à près de 97% de Mon Espace Santé créé. Côté activation, donc je rappelle, dès lors qu'un Mon Espace Santé est créé, les professionnels de santé et établissements de santé peuvent alimenter en documents le profil. Ensuite, pour qu'il y ait vraiment une interaction avec les patients, il faut que les patients et les usagers activent Mon Espace Santé. Donc, vous voyez, depuis septembre aussi, les chiffres ont bien progressé puisqu'on a plus de 15% d'activation. On voit que les grandes campagnes de communication qu'on a fait en septembre-octobre ont porté leurs fruits. On a une dynamique de progression avec plus de 300 000 activations par mois. On a prévu d'autres campagnes de sensibilisation sur l'année 2024. Et puis, un grand succès de l'application mobile. Vous voyez, plus 2,2 millions de téléchargements. Ce qui est intéressant avec l'application, c'est qu'on voit qu'il y a un usage, notamment quand on va directement sur le lieu de soins, on peut échanger directement avec le professionnel de santé. Donc, l'activation permet ensuite, effectivement, aux patients, et vous le verrez tout à l'heure sur les alimentations faites par les patients, qui progressent aussi, à l'instar de ce qu'on voit côté professionnel de santé, avec, vous voyez, plus de 14 millions de documents qui ont été ajoutés ces derniers mois par les patients. Et puis, aussi la création des profils médicales. Vous savez que c'est une des rubriques du service Mon Espace Santé qui permet à l'usager de compléter ses antécédents
médicaux, ses allergies, des éléments sur le lieu de vie, donc beaucoup d'éléments qui vont, s'ils sont mis à disposition, donc téléchargés et mis dans l'espace documents, vont pouvoir être mis à disposition des professionnels de santé. Il y a une rubrique aussi sur le cercle de soins et l'information du médecin traitant qui peuvent être intéressants dans la prise en charge du patient. Donc, vous voyez une prise en main sur ce profil médical avec des rubriques qui sont remplies et notamment aussi sur les premières mesures de santé qui sont faciles à remplir, qui sont bien utilisées par les usagers. Et on a noté aussi en termes de métriques que 40% des utilisateurs de la version mobile reviennent d'un mois sur l'autre. Donc, il y a une habitude d'usage qui se met en place petit à petit chez les usagers. Je laisse la parole à Claire pour compléter sur la partie ajout de documents patients et consultation. Oui, bonjour à tous, merci Sandrine. En complément de ce que tu viens de dire et de ce qu'a dit aussi Benjamin, ce qui est intéressant, on voulait juste zoomer, je pense qu'on ne vous l'avait pas encore partagé sur finalement la prise en main par les patients, notamment dans l'alimentation un peu de leurs documents historiques qu'ils peuvent encore avoir parfois en doublon papier numérique ou voilà, on viendra en détail, mais l'ensemble du parc est en train de basculer, mais il y a encore quelques acteurs. Donc, véritablement, tu l'as partagé, il y a environ 14,5 millions de documents là, qui ont été ajoutés par les patients. L'idée, c'était de vous montrer que cette dynamique, elle s'accentue, ils s'en emparent. L'idée, c'est bien sûr que ce soit systématique par les professionnels, mais on va avoir un effet de rattrapage des dernières années qui peut avoir beaucoup de valeur, notamment voilà, sur des comptes rendus hospitaliers, sur ce nombre de choses. Et donc, ce qu'on voit là sur cette courbe avec ce petit graphique détaillé, c'est de voir que en moyenne, sur l'année, enfin sur notamment les derniers mois, il y a eu vraiment une augmentation qui est aussi liée au nombre d'utilisateurs actifs qui augmente. Il y a eu environ 700 000 documents qui ont été ajoutés en moyenne dans les derniers mois dans environ 450 000 profils Mon Espace Santé. Après, sur les typologies de documents, je ne vais peut-être pas toutes les détailler, mais on voit que ça peut être autant du certificat, ce qui évitera probablement d'aller ressolliciter des professionnels pour aller en redemander un parce qu'on l'a perdu, mais aussi le profil qu'évoquait Sandrine, qui est finalement la synthèse un petit peu de mes antécédents, de mes traitements, ou les comptes rendus de biologiques qui sont un petit peu dans les principaux documents déposés aujourd'hui. Ensuite, si on se place plutôt du côté professionnel, Benjamin a évoqué l'alimentation. Maintenant, un de nos enjeux, et on y reviendra, ça va être tout le cœur de la vague 2, c'est de se dire, cette donnée-là, elle a une valeur très forte pour les professionnels de santé. Du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est d'un point de vue de la consultation du DMP? Bien évidemment, quand on voit les chiffres par rapport à l'alimentation, on en est encore à des usages très balbutiants, on en est plutôt aux prémices, avec on va dire des early adopters, des professionnels qui sont assez moteurs pour démarrer. Donc, on a un volume de professionnels de santé qui est encore plutôt stable, mais on voit notamment sur les 3 derniers mois de 2023 qu'on a un nombre de documents et de profils Mon Espace Santé qui ont été consultés qui est vraiment en train d'accroître de manière très importante. Alors, ça représente qu'aujourd'hui, 70 000 documents environ par mois là, sur les 3 derniers mois, voilà, sur plus de 100 000 documents. Donc, on voit qu'il y a des pratiques qui commencent à s'installer. Ces chiffres-là étant notamment autour de la médecine de ville, dans le sens où eux ont déjà une intégration dans leur logiciel métier et donc une facilité de consultation. Ça va être vraiment tout l'enjeu de ce qu'on va mettre en place là, au cours des 2 prochaines années, de faire en sorte que cette donnée, elle soit exploitable et facilement lisible pour les professionnels de santé. Et on retrouve aussi là, on vous a aussi partagé quelques chiffres sur les 36 derniers mois. Maintenant, de manière un peu plus générale, je vais passer la main à Olivier pour nous dire où est-ce qu'on en est suite à ces éléments. Ouais, on aime bien à la fin de cette intro là vous faire un petit bilan. Alors il ressemble beaucoup à celui de la dernière fois pour ceux qui étaient présents, mais finalement les messages sont assez proches. Le premier, vous avez compris, c'est un double message. C'est on est plutôt en passe de réussir. Vraisemblablement, on a réussi le premier pari là, de cette vague 1. Maintenant, on est encore au milieu du chemin. Benjamin, il vous a montré là, cette petite vague, là, étape 1, étape 2, étape 3. Là, on est entre la 2 et la 3. C'est-à-dire on a une alimentation de Mon Espace Santé maintenant qui se fait. Maintenant, il faut être très clair. Là, derrière, il faut engager les usages. Donc, c'était prévu. Nous, c'est la trajectoire. Mais on a encore pas mal de travail devant nous. La méthode, vraisemblablement, elle a plutôt porté ses fruits. Donc, on va essayer de rester cohérent, en transparence avec l'écosystème, dans la méthode, dans la stratégie, dans la manière de mener ces opérations. Évidemment, quand on peut faire mieux, on ne se privera pas de le faire, notamment sur la vague 2.
Vous l'avez compris, on a une transition à gérer là. C'est-à-dire que voilà, la vague 1, c'était entre guillemets un peu bête et méchant. Alimentation de mon espace santé, utilisation de la messagerie sécurisée, à la fois pro et patient. Maintenant, on rentre dans les usages, ça va être plus fin. Et donc, il va falloir rentrer plutôt dans le détail de chacun de ces usages pour chacun des professionnels, avec une bascule d'un objectif d'alimentation très quantitatif jusqu'à maintenant à des analyses plus qualitatives suivant les professionnels de santé qui sont concernés. Aujourd'hui, nous, notre ressenti, c'est qu'on commence à avoir, alors maintenant ça devient très régulier, donc on ne les compte plus, beaucoup de professionnels qui nous font leur retour sur les bénéfices. Je pense notamment aux résultats de bio là, qui sont de plus en plus présents et que parfois les patients oublient. Et donc, c'est clair, ça permet d'éviter de les refaire et d'agir beaucoup plus vite. Donc, on a des bénéfices qui sont visibles par les professionnels de santé, là, comme pour les patients. Par contre, on voit aussi que le programme, ça a été une sorte de catalyseur des problèmes. Donc, en fait, quand il y a des petits problèmes sous-jacents, ils sont devenus beaucoup plus importants quand on a augmenté les usages, là. Donc, c'est l'objectif, et on va en reparler juste après, d'une action qu'on a appelée Sentinelle. Mais on va essayer de travailler sur ces difficultés qui ont été révélées par le programme. Et puis finalement, bon, alors nous, on trouve ça bien, on a l'impression que vous le trouvez aussi, donc on va continuer de notre parler vrai. On a parfois des discussions qui sont plutôt animées, que ce soit avec les professionnels de santé ou avec les éditeurs de logiciels, voire parfois les représentants des patients. Et un point, je pense, qui est valable et qu'on va continuer d'accentuer dans la vague 2, c'est le besoin de travailler sur des éléments qui sont détaillés, quantitatifs, certains diraient data-driven, et précis. Et je pense que c'est autant valable pour l'écosystème qu'on adresse que pour nous-mêmes au sein des pouvoirs publics. C'est assez important parce que ce type de programme assez massif, c'est comme ça qu'on les pilote finement et qu'on sait ce qui se passe. Donc, on va continuer de mettre l'accent sur ces données chiffrées. Voilà, alors le point sympa, comme on est à ce moment charnière, on souhaitait, donc là c'est un petit peu une avant-première, certains d'entre vous ont peut-être déjà reçu un Save the Date. On organise à l'occasion à la fois des 2 ans de mon espace santé et puis pour célébrer le franchissement de ces 250 millions de documents là en rythme annuel, une célébration qui se tiendra le 31 janvier à partir de 17h à la Maison de la Chimie. Donc vous êtes tous évidemment invités à venir participer à cette célébration. Si vous n'avez pas reçu l'invite, elle doit arriver dans très peu de temps et dans tous les cas, on vous mettra le lien, là, on ne l'a pas encore, mais on vous mettra le lien dans les slides quand on va les distribuer pour que vous puissiez vous enregistrer. C'est assez important, enregistrez-vous parce qu'on n'est pas sûr qu'on puisse accueillir tout le monde et puis il faut qu'on prévoie à la fois les petits fours et compagnie là. Donc surtout quand vous avez là, quand on envoie les slides, enregistrez-vous pour pouvoir participer à cette célébration. On le répète, c'est plutôt une réussite, je pense, une fierté collective. Et puis, on sait qu'on va avoir besoin de reprendre un peu d'énergie ensemble pour engager l'étape suivante. Donc, on espère pouvoir vous voir très nombreux, tous ceux qui ont pu participer là, à ces travaux. Et on en profite pour vous remercier au passage et d'avance de venir célébrer ça avec nous. Voilà, c'est la fin de l'intro. Merci Olivier, merci à tous. Maintenant, ce qu'on vous propose, donc vous avez vu, donc les résultats au global sont plutôt très encourageants. Ce qu'on vous propose maintenant, c'est de rentrer dans le détail de cette vague sanitaire. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'elle a marché au global, il va falloir qu'on rentre un peu plus dans le détail. Ça sera l'occasion à la fois de redire bravo et merci à tout le monde, et puis aussi de partager ce qui reste encore à adresser dans le futur. Tout n'est pas encore parfait, vous vous en doutez. Peut-être juste en introduction, avant de passer la parole à Jean-Christophe, c'est pour vous rappeler tous les dispositifs vague 1 aujourd'hui du Ségur numérique. Donc, vous avez cette vague 1 sanitaire avec à la fois les différents couloirs en bleu clair et puis les différents types de logiciels qui étaient concernés en bleu foncé. En dessous, vous avez la vague du médico-social avec les différents secteurs et puis le dispositif un peu hybride sur les opérateurs de MS Santé parce que ça sert à la fois dans le sanitaire et à la fois dans le médico-social. Et puis, vous retrouvez en colonne les différentes étapes, à la fois le référencement des logiciels, les prises de commandes par les professionnels, les installations et puis les dernières opérations ASP. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça y est, ces opérations-là sont toutes terminées. Il n'y a plus, entre guillemets, que le côté médico-social sur lequel la vague 1 va se poursuivre avec les jalons que vous connaissez. Et puis, pour être complet, de rappeler que le référencement hors dispositif de financement s'est poursuivi en parallèle sur certains secteurs de sanitaire, mais ça, vous savez déjà.
Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer la parole à Jean-Christophe Turbat de l'Agence du numérique en santé pour tirer un peu la synthèse globale de la vague 1. Et puis ensuite, on viendra zoomer dans chacun des secteurs pour dire finalement qu'est-ce qu'on retient de cette vague 1, à la fois en positif et puis à la fois en défi à relever pour l'avenir. Merci, bonjour à tous. Oui, en effet, ça y est, nous y sommes. Hein. La vague 1 Ségur sanitaire s'est clôturée le 14 décembre dernier. Une étape majeure a été franchie avec une période animée, précisé tout à l'heure Olivier, pimentée même parfois, sur ce dernier trimestre 2023. Et on peut donc vous annoncer aujourd'hui, lors de ce 9e COSUI, que 98,7% des mises à jour des prestations Ségur qui ont été commandées ont fait l'objet d'une demande de solde à l'ASP. Donc, un super score, on en est très content. Et cela représente à peu près 140 millions d'euros aujourd'hui financés par l'État au bénéfice des professionnels de santé et des établissements de santé, toujours sur le couloir sanitaire. Alors, on sait que tout n'est pas forcément parfait, on l'a rappelé dans les slides précédentes, mais en même temps, autant célébrer cet excellent score. Et les raisons du succès, on les connaît. Hein. Les raisons du succès, c'est de savoir, c'est tout d'abord être en capacité de pouvoir se dire, on a tous bien travaillé ensemble, et c'est le côté ensemble qu'il faut souligner. Aujourd'hui, les équipes nationales ont mouillé le maillot, évidemment. Les équipes régionales, je pense aux ARS, aux grades, au réseau assurance maladie sur le terrain, qui n'ont pas arrêté avec le bâton de pèlerin, d'aller sur les territoires et d'aller promouvoir le Ségur auprès des professionnels de santé et des établissements. Et évidemment, les éditeurs et les industriels qui ont fait un travail énorme sur la fin de l'année 2023 pour être au rendez-vous du 14 décembre, avec des situations qui n'étaient pas forcément simples, mais qu'ils ont réussi à relever le défi. On en est très fiers et merci à eux. Et puis, une période de septembre à décembre qui a permis également de finaliser sereinement les opérations administratives avec l'introduction d'une date intermédiaire du dépôt de fin des prestations Ségur au mois de septembre, qui nous a permis ensuite de pouvoir traiter les sujets administratifs au fur et à mesure et de manière un peu plus sereine. Donc, encore merci à tous pour ce score et pour cette belle réussite. Et ça nous engage, ça nous oblige pour la suite, évidemment. La suite, c'est quoi? C'est traiter les dernières demandes de solde reçues, parce que nous avons encore cette période d'échange possible avec l'ASP jusqu'au 14 février prochain pour justement remettre en conformité certaines demandes qui ont besoin d'être revues ici ou là. On a évidemment besoin de poursuivre et de clôturer avec le même succès, et j'insiste, le même succès, la vague 1 pour le couloir médico-social. Et puis évidemment, on va ouvrir la vague 2 sanitaire avec l'enseignement de la vague 1, notamment sur l'humanisation des échanges qu'on doit avoir avec la partie industrielle, travailler sur la possibilité de laisser aux industriels de travailler sur des gisons, des simulateurs de gisons privés, la possibilité de déposer en masse l'ensemble des éléments qui sont nécessaires pour les dossiers de financement. Voilà. Donc évidemment, une vague 2 qui se nourrira de ce qu'on a appris en vague 1. Et puis encore une fois, avant de laisser la parole à la personne suivante, merci encore pour le travail réalisé. Et puis maintenant, au boulot pour la vague 2. Merci à tous. Merci Jean-Christophe. J'en profite pour remercier à la fois toutes les équipes de l'ANS et de l'ASP. Je sais qu'elles ont bossé d'arrache-pied là pour tous ces jalons du Ségur. Voilà, donc maintenant, on va passer au zoom secteur par secteur. J'en profite pour remercier d'avance tous mes petits camarades de garder le bon niveau de synthèse. On a quelques minutes de retard si on essaie de garder le timing. Je crois qu'on commence avec Sandra pour la médecine de ville. Merci Benjamin. En effet, la médecine de ville, où cette vague 1 n'a pas été un long fleuve tranquille, mais on peut dire aujourd'hui que c'est un succès. On voit qu'on a eu une accélération très nette des alimentations. Alors déjà, il y a eu un référencement logiciel important, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire que l'offre de logiciels référencés Ségur pour la médecine de ville est bien tenue. Hein. On a 14 logiciels qui initialement ont été référencés dans le cadre du dispositif SONS, mais au total, c'est 39 solutions qui ont été référencées. Donc aujourd'hui, les médecins de ville ont la possibilité d'avoir le logiciel dont ils ont besoin. Concernant les commandes SONS, donc c'est 70% des médecins qui touchent le forfait structure qui ont passé un bon de commande Ségur, 70% des maisons de santé, 50% des centres de santé, et ces commandes ont été honorées. Les éditeurs ont été au rendez-vous et 99,7% de ces bons de commande ont été honorés, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des médecins qui ont passé un bon de commande, qui disposent largement d'un logiciel Ségur, et on sait que ça va au-delà, puisque de nombreux médecins ont eu la mise à jour Ségur indépendamment même du dispositif, comme on l'évoquait avec des solutions référencées même hors SONS. Donc c'est un montant de près de 32 millions d'euros qui a été mis dans ce couloir. Alors,
comme je vous le disais, c'est un couloir qui n'a pas été très simple, notamment en termes d'appropriation des usages. Ça a été initialement difficile. On avait eu beaucoup de retours de difficultés sur le terrain, d'où un accompagnement renforcé avec des nécessités d'optimisation logicielle majeures dans le cadre de la démarche Sentinelle sur laquelle on reviendra, ce qui a permis une très forte augmentation depuis l'été, donc véritablement depuis le déploiement de ces solutions, grâce aux efforts déployés de tout un chacun, à la fois pour aller sur le terrain, faire les diagnostics, prendre les orientations de développement les plus pertinentes, les faire et les déployer sur le terrain, et avec des réussites telles que le volet de synthèse médicale, ce document clé pour la médecine de ville qui résume la situation médicale d'un patient et qui est clé à la fois pour la prise de connaissance du patient et la coordination. On a à date 2,8 millions de VSM qui ont été versés. Pour autant, on sait que, comme vous me disiez, nos directions, il y a encore du travail à faire pour arriver à la cible, et donc qui se situe pour la médecine de ville autour de 120 millions de documents. On a encore des travaux qu'on poursuit actuellement pour la fluidification des usages, notamment au travers les usages MS Santé. Et ce qui est certain, c'est que collectivement, on en a déjà pris date ensemble avec le séminaire du 20 novembre que tu évoquais. On sait qu'on poursuivra la démarche de terrain rapproché avec cet objectif de résolution rapide et toujours dans un lien étroit avec les médecins du terrain et les éditeurs. Je précise, Sandra, avant de passer la parole au côté hôpital, que c'était la cible vague 1, là les 120 millions, et qu'on est tous bien conscients que le potentiel, et au final, c'est les documents des patients, il y en a beaucoup plus qui sont générés en fait par les médecins de ville. Donc c'est vraiment une étape intermédiaire, donc on a encore un potentiel important. On passe aux établissements de santé. Si je m'abuse, je crois que c'est Nolwenn François qui va nous en dire un mot. Oui, merci beaucoup Benjamin. Alors sur la partie hôpital, donc on a eu 90 solutions référencées Ségur qui nous ont permis de faire un déploiement très large, puisque ce sont presque 2500 établissements de santé qui ont pu bénéficier d'au moins un des financements SONS pour un total versé sur ce périmètre-là de presque 68 millions d'euros. Donc, on est là aussi plutôt content de cet engagement qui est réel de la part des établissements de santé, et qu'on voit au travers de la courbe de progression de l'alimentation qui a largement dépassé la cible qui avait été fixée initialement. On va au-dessus, et nos perspectives devant ce constat, c'est de continuer à maintenir cette dynamique auprès des établissements de santé, à les accompagner avec des enjeux de qualité, de simplification aussi, de clarification de la doctrine, de l'envoi des documents, de la transmission des documents aux patients, tout en travaillant sur les éléments qui vont permettre de maintenir et d'alimenter cette dynamique, notamment au travers de qualité des données, en particulier tout ce qui tourne auprès de la qualification des INS, qui doit bien évidemment augmenter pour permettre d'augmenter cette alimentation et d'entrer dans une démarche de quotidien pour les professionnels de santé qui se sont réellement engagés dans notre programme et dans l'alimentation de partage de ces documents. Merci Nolwenn, et bravo pour l'esprit de synthèse. Je crois que je passe la parole à Jean-Marc pour l'imagerie. Merci Benjamin, bonjour à toutes et à tous. Un petit focus sur l'imagerie, avec là aussi des chiffres qui sont bons si on les regarde de façon brute, notamment sur la couverture marché des solutions référencées. On a tout le monde, donc on sait qu'on va potentiellement adresser tous les plateaux techniques de radiologie. Sur les commandes et le taux d'installation, là aussi très bon, un engagement et une volonté à la fois des éditeurs et des médecins pour transformer l'essai. Donc on sait qu'on a une bonne base installée, on a une bonne base de travail. Sur la partie hospitalière, on va rattraper ça en vague 2. Les hôpitaux, et Nolwenn l'a bien expliqué, on voit que les chiffres sont bons, ont eu énormément de travail. Donc la question de l'imagerie n'était pas forcément au cœur des préoccupations, mais va le devenir en vague 2. Donc un très bon bilan, si on parle des chiffres bruts, mais en termes d'usage, et Olivier l'a rappelé, c'est ça qu'on vise, on a encore un gros potentiel qui n'est pas atteint, parce que si on raisonne sur la totalité des comptes rendus produits en France, seulement 1 sur 5 est transmis. On ne peut pas s'en satisfaire vis-à-vis des patients, vis-à-vis des professionnels de santé.
Et donc, on a identifié les causes racines qui sont à la fois des questions d'organisation, des questions techniques. Et un petit peu comme la médecine de ville, et Sandra l'a bien expliqué, nous sommes rentrés dans une logique d'accompagnement renforcé, à la fois sur des questions techniques, et je pense aux certificats avec les éditeurs, à la fois aussi sur des questions d'usage. J'étais encore sur un site hier, on est en train de produire des documents complémentaires, des webinaires. L'idée, c'est nous sommes à disposition du terrain, des utilisateurs pour les accompagner. On est vraiment au service des médecins, c'est l'intérêt général. Et donc l'enjeu pour nous aujourd'hui, sur l'imagerie, comme pour les autres, bien entendu, il est de maximiser l'alimentation. Et donc, au travers de ces actions d'accompagnement, les quelques difficultés qui nous restent sur les certificats et aussi renforcer la connaissance autour de toutes ces questions, avec un enjeu double, un enjeu actuel qui est donc la communication des documents, et l'enjeu de demain qui est la Dreambox, qui prendra son envol et qui fonctionnera à plein régime si les comptes rendus sont là, puisque le mécanisme de partage d'images que nous allons mettre en place en vague 2 fonctionne sur la base de la publication des comptes rendus. Voilà. Donc si on n'a pas ce déclencheur, on n'arrivera pas à partager les images comme on le souhaite. Donc on a aussi cet enjeu-là dans les prochains mois. En tout cas, merci à tous pour votre engagement et les résultats obtenus. Merci Jean-Marc. On passe à la biologie médicale. Je crois que c'est Alaïdine qui s'y colle. Oui, c'est bien moi. Bonjour à toutes et à tous. Alors concernant la biologie, 2 sons sont mis en place. Il y en a eu un pour le SGL, donc c'est le logiciel utilisé par les laboratoires. En routine, cette solution référencée pour un total de 317 mises à jour installées. Alors comme ça peut paraître peu, mais avec un regard extérieur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les labos sont en majorité des cas, et dans le privé principalement, regroupés, et qu'une mise à jour, ça concerne plusieurs laboratoires. On a eu aussi un son Slowink, qui est un son dédié au transcodage des analyses de biologie avec la nomenclature qui s'appelle Lowink, qui est primordial pour l'interopérabilité. Et là, on a 6 entreprises qui ont été référencées pour un total de 208 prestations de transcodage financées en vague 1. Alors un bon score aussi sur le nombre de commandes honorées au niveau des SGL, avec 93% des commandes, ce qui représente 69% des CELAS. Et comme je vous disais, le CELAS, c'est un groupement de laboratoires. Donc au final, on a plus de 3000 laboratoires équipés en version Ségur, et 24% des sites hospitaliers. Alors concernant l'alimentation du DMP, sur la courbe de droite, là, on a une tendance globalement ascendante, et on dépasse la cible, la fameuse cible de 75 millions de documents mensuels. Et on n'est plus très satisfait à un côté task force, et on va faire le maximum pour maintenir cette dynamique dans les prochains mois et prochaines années. Le bilan de cette vague 1, alors on est plutôt satisfait aussi, grâce à l'implication de tous les acteurs, que ce soit les pouvoirs publics, les professionnels de santé, les éditeurs. Et on se rend compte qu'une fois que le laboratoire a eu ses prestations Ségur et qu'il décide d'alimenter, écoutez, ça dépote, et on alimente massivement mon espace santé. Alors tout de même, quelques points d'attention avec des difficultés pour certains acteurs à déployer version Ségur avant la date butoir côté SGL, et on a eu des annulations côté Lowink durant le process. C'est pour ça qu'on a un delta d'à peu près 30% de mise à jour entre les SGL et Lowink. Pour 2024, on a plusieurs enjeux, et la préparation d'une vague 1 prime et non pas une vague 2. Alors pourquoi une vague 1 prime? C'est principalement pour cibler les établissements de santé. On est en deçà un peu des attentes, avec 24% des ES avec une version Ségur, et on souhaite augmenter ce chiffre. On va mettre en place toute une comitologie et un accompagnement des établissements de santé pour comprendre un peu les freins et les faire adhérer, et afin qu'ils intègrent la démarche Ségur. Et pour ça, on sera aussi accompagné de l'ATF Hôpital, qu'on peut remercier aussi. Autre enjeu, c'est aussi des travaux sur la qualité des comptes rendus au format structuré. Et pour finir, un projet sur l'interopérabilité avec des logiciels de médecine de ville. On va travailler à améliorer le processus de transfert et d'intégration des comptes rendus de biologie pour les professionnels de santé. Et là aussi, sera assez transversal. On va collaborer avec plusieurs acteurs, dont des task force, médecine de ville, la messagerie sécurisée de santé, des équipes techniques de l'ANS, les FEDE, les éditeurs. Donc là aussi, on peut remercier tous les acteurs qui vont nous permettre d'améliorer les choses dans les prochains mois. Merci Alain. Un bon exemple, je pense, en biologie là, de la bascule que tu évoquais, Olivier, du passage d'une approche quantitative à une approche beaucoup plus qualitative. Là, on voit que la première cible de la vague 1, elle est plutôt atteinte, et maintenant, il faut basculer sur plutôt la partie qualité. On passe à la partie officine. Je crois que c'est Xavier
Bonjour à tous et à toutes, merci. Donc, pour le couloir officine, on a eu en fait un excellent résultat en termes d'enregistrement, enfin de référencement des solutions Ségur, puisqu'à la fin 2023, nous avions l'ensemble du marché LGO en France qui était référencé Ségur. Donc, toutes les solutions accessibles aux pharmaciens sont aujourd'hui référencées Ségur, 8 l'été dans le cadre du financement, et donc les trois derniers éditeurs ont terminé le travail pour la fin décembre. Ensuite, on a eu un très bon score également sur les commandes honorées et sur le taux d'officine aujourd'hui équipé Ségur, parce que 98% du parc est équipé dans le cadre du financement Ségur. Donc ça, c'est plutôt un très bon score également. Et puis, on a pu, alors vous constaterez sur le graphique qu'il n'y a pas d'objectif pour les pharmaciens en termes d'alimentation des dossiers médicaux partagés, pour une raison simple, c'est qu'au moment où les objectifs ont été fixés, en fait, les pharmaciens n'étaient pas particulièrement attendus sur le côté alimentation de mon espace santé, notamment parce que les notes de vaccination n'étaient pas encore en vigueur, accessibles en tout cas en termes d'interopérabilité, et l'ont été au moment où on a lancé le couloir officine. Ce qui a été en fait une très belle surprise puisque les pharmaciens ont alimenté là, sur la campagne de vaccination de cet hiver, entre octobre et décembre, 2,5 millions de notes de vaccination, ce qui représente un rythme annuel indiqué sur le graphique. Et ce qui représente à peu près un quart des vaccinations réalisées sur le dernier trimestre 2023. Donc c'est plutôt une très jolie entrée en matière, on va dire, pour les pharmaciens et les équipes officinales dans l'ère du numérique en santé et des usages. Avec évidemment toujours en fait des progrès à réaliser, bien sûr, puisque pour ça il faut qualifier les INS, qu'il y a encore du travail. Un quart, c'est sans forcément, je veux dire, un accompagnement massif, c'est un très joli score, mais il reste encore des marges de progrès et de transformation des usages pour transformer la technique, on va dire, l'accès à la technique en usage au quotidien. Mais en tout cas, une mobilisation extrêmement importante qu'il faut saluer, à la fois des éditeurs d'un côté et des équipes officinales de l'autre, pour pouvoir entrer dans cette ère du numérique en santé. Avec en termes d'enjeux, l'enregistrement des préparateurs au RPPS de façon à leur permettre, quand on sera en vague 2, de pouvoir consulter les documents au même titre que les pharmaciens dans le cadre de leurs activités. Et puis, la montée en puissance des balles organisationnelles dans les officines, de façon à pouvoir recevoir les ordonnances des patients émises depuis mon espace santé par les patients, le service mis en service depuis le printemps, l'été 2023. Voilà à peu près les grands enjeux, les grands résultats, on va dire, le grand bilan de l'année 2023 pour le couloir officine. Merci Xavier. On a fait le tour là, du coup, de nos différents secteurs. On voulait aussi vous dire un mot d'un dispositif un peu particulier là, un peu plus technique sur les opérateurs de MS Santé, parce qu'il s'est clôturé, lui, je crois, à l'agence de services et de paiement à la fin du mois de septembre, donc postérieurement au dernier puits. Et c'est Mike qui va nous en dire ce qu'il faut en retenir. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. Oui, effectivement, l'objectif du financement des opérateurs, c'était de s'assurer de l'interopérabilité entre les balles MS Santé et les logiciels métiers. Donc également, de notre côté, on a assez satisfait des résultats, hein, parce que pour 3 millions d'euros versés, on a pu référencer et avoir 166 opérateurs conformes. Et ces 166 opérateurs portent un peu plus de 136 000 balles et qui correspondent à 89% du parc de balles MS Santé. Et donc, alors, ces 89% comprennent Médise, hein, bien entendu. Et ces 89% dépassent largement nos objectifs qui étaient à peu près de 70% de conformité. Et rapidement, l'objectif, enfin le premier objectif en tout cas, c'était de se préparer pour cette vague de Ségur, hein, parce que l'interopérabilité entre la balle MS Santé et les logiciels métiers sera un sujet assez principal. Côté bilan, bon, je l'ai un peu dit, hein, on a un espace de confiance qui est à un niveau de conformité satisfaisant. Et on a pu avoir 100% de nos opérateurs, hein, qui ont fait des demandes d'avance, qui ont pu aller jusqu'au solde, donc qui ont pu être financés.
Pour les perspectives et nos enjeux, hein, donc je l'ai un peu dit, cet espace de confiance, il est prêt. Il est prêt à accueillir les candidats de la vague 2 Ségur. Et bien entendu, même si on a un niveau de conformité satisfaisant, qui est à 89%, on a encore 11% à aller chercher. Et on a lancé des instructions aujourd'hui pour pouvoir couvrir ces 11% qui représentent des établissements de santé qui n'ont pas candidaté à ce financement. Donc, l'idée derrière ces instructions, c'est motiver, pousser ces petits opérateurs, hein, comme je le dis, hein, qui sont des établissements de santé, à ne plus porter le contrat MS Santé en leur nom propre, mais plutôt aller vers des solutions proposées par des industriels, des solutions en SaaS sur ce sujet MS Santé. Ben, justement, comme je le disais en intro, hein, notre financement, le but était de garantir une interopérabilité entre ces opérateurs MS Santé et les éditeurs de logiciels métiers. Et justement, ça passe par la mise en œuvre d'une interface qu'on appelle l'API LPS. Et nous avons un webinaire dédié à ce sujet, hein, ce vendredi 14h pour commencer, on va dire, des communications nationales auprès des LPS. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sujet. Merci Mike. Peut-être une autre façon pour appuyer ton dernier message. On savait que c'était compliqué historiquement pour des éditeurs de logiciels métiers de s'interconnecter avec les divers offreurs de balles MS Santé. Aujourd'hui, on est en train de sortir de ce monde-là. Vous voyez, la quasi-totalité du marché des balles MSS que vous rencontrez sur le terrain, elles exposent désormais cette API standardisée. Et vous avez le référentiel côté client, donc côté logiciel, qui est déjà publié, qui sera évidemment dans la vague 2. Et dès à présent, tous les éditeurs de logiciels métiers, ils peuvent très facilement s'interconnecter à la quasi-totalité des boîtes aux lettres du marché. Voilà. Donc, ce pari d'interopérabilité, là, voilà, on est aussi en train de changer de monde sur ce qui était un caillou historique dans la chaussure, hein, sur certains secteurs. Totalement. Maintenant, pour finir ce bilan sur la vague 1, on va donner la parole à Sentinelle, notamment pour traduire le fait de dire, vous avez vu, hein, selon les couloirs, on a encore des enjeux un peu quantitatifs, donc on va basculer dans le qualitatif, mais au global, entre guillemets, on ne va pas lâcher l'affaire pour continuer à accompagner ces enjeux d'usage maintenant que les logiciels vague 1 sont sur le terrain. Oui, merci Benjamin. Donc là, c'était pour vous partager un peu en synthèse des objets transverses qui ont été un peu évoqués dans chaque couloir, où on continue, on voit notre obsession, ça va être vraiment faire en sorte que les usages puissent se déployer. Et on voit qu'on a encore quelques cailloux dans la chaussure, dont les causes, elles peuvent être parfois techniques, parfois organisationnelles, parfois culturelles. Donc voilà, juste vous partager un panorama rapide sur un peu 6 grands enjeux qu'on a en tête. Ça a été un gros focus de l'année 2023 et qui finalement est transverse. On a un vrai sujet autour de continuer à optimiser finalement ce que l'on appelle la qualité des versions Ségur des logiciels métiers. C'est essentiel pour l'appropriation et la fluidité des usages. Donc ça va autour de l'expérience utilisateur, vraiment qu'on traque les clics, tout ce qui est inefficace, mais aussi les incohérences dans le parcours. On nous en remonte encore un certain nombre de choses qui peuvent poser questions aux professionnels et surtout continuer d'améliorer la performance et la stabilité qui sont essentielles pour une alimentation qui soit vraiment fluide et sans effort et qui ne soit pas un rajout administratif. Pareil, ça a été partagé largement. Hein. Un des enjeux, c'est autour de la qualification l'INS. Il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été faits, notamment beaucoup en médecine de ville, autour à la fois des logiciels, de la sensibilisation. On voit qu'on a un effort d'acculturation qu'il faut qu'on continue auprès et des professionnels et des usagers. Vraiment aussi des enjeux plutôt d'un point de vue organisationnel, que ça prend du temps. Ça nécessite parfois de revoir les moyens d'identification pour être en sorte de déléguer ce type de tâches et des enjeux autour de, voilà, on travaille sur comment on met en place la transitivité de l'INS dans l'espace de confiance. Sandrine l'a évoqué, l'appropriation de mon espace santé, elle se diffuse, mais l'effort il est encore majeur. On a un niveau de connaissance, il faut qu'on reste assez humble vis-à-vis des 2 populations cibles, soit les professionnels et les usagers, qui a continué avec un certain nombre d'actions, on ne va pas rentrer dans le détail, sur lesquelles on ne va pas relâcher nos efforts au cours de l'année 2024. Et ça doit aussi s'accompagner d'un travail on va dire de convergence. On sait qu'il y a parfois un peu de confusion autour de la marque historique du dossier médical partagé et de mon espace santé, qui est l'interface patient, qui va se traduire aussi assez concrètement pour qu'on n'ait plus aussi qu'un vocabulaire commun qui parfois rajoute un petit peu de confusion. Et enfin, dernier point avant de passer la parole à Sandra, on l'a vu, il y a un certain nombre de questions dans le chat. Finalement, tout ce qui est en train de se construire,
c'est quand même pas si simple. Il y a un certain nombre de règles sur qu'est-ce qu'on doit envoyer, à qui, comment. Donc, nous, on va essayer de refaire vraiment un effort très important, notamment en ce début d'année, de pédagogie pour repréciser quelle est la doctrine, qu'est-ce qu'on doit envoyer, vers quels acteurs, notamment dans des cas où on a des situations d'annonce. Je sais qu'on a beaucoup travaillé avec à la fois les associations de patients, les professionnels. Donc, on va très rapidement là essayer de vraiment reclarifier ces éléments-là et aussi de mettre en place vraiment une démarche d'accompagnement parce que la dématérialisation, de fait, l'envoi numérique, ça pose plein de questions organisationnelles. Ça nécessite de se poser aussi toute la question autour de l'information patient qui va être aussi au cœur de cette vague 2. Donc, de redoubler d'efforts dans tous les types de structures sur ces enjeux-là. Sur les autres chantiers sentinelles, du coup, Claire en a déjà détaillé un certain nombre. Il y a évidemment un enjeu autour de la MSS qui est ancré dans les usages depuis maintenant de nombreuses années, mais dont on voit qu'il reste encore des irritants sur le terrain, avec des questions d'ailleurs qui ont été posées dans le chat à ce sujet. Donc actuellement, l'objectif, c'est d'avoir une évolution qui permette une convergence avec les usages, par exemple la possibilité d'avoir une boîte aux lettres organisationnelle, y compris en médecine de ligne, des mécanismes de délégation autour de la possibilité de consulter la MSS, soit vers le secrétariat, soit vers un confrère. Également des enjeux très forts autour de l'annuaire. D'ailleurs, concernant Mailise, on va démarrer cette phase de dépublication qui était prévue dans le référentiel des boîtes aux lettres inutilisées. On va envoyer un message aux professionnels en lui disant votre messagerie est inutilisée depuis plusieurs semaines. Est-ce que vous voulez la maintenir en publié dans l'annuaire ou est-ce que vous voulez la voir disparaître? On a des enjeux de communication auprès des professionnels sur lesquels on va renforcer. On a actuellement des enjeux autour des adresses multiples, MSS, comment écrire au bon professionnel au bon endroit et les modalités également de mise à jour de cet annuaire. Après, ça a été évoqué tout à l'heure concernant la biologie parallèle, mais on a également des enjeux techniques, fonctionnels d'interopérabilité par Mike également avec l'API LPS au sein des logiciels. Donc là, on poursuit les travaux pour s'assurer que cette intégration de cette nouvelle API se fasse du mieux possible et rendre cette interopérabilité réelle et concrète, que les documents qui transitent à travers cette MSS soient conformes aux attendus et avec un monitoring sur le terrain qu'on va rendre le plus attentif possible, et puis des enjeux collectifs de migration à la fois des canaux et des formats pour que tout cela soit conforme au dernier référentiel. Un sujet qui est encore largement devant nous, même si des éléments commencent à se profiler, c'est la délégation des tâches essentielles. Donc là, l'objectif, c'est l'intégration des secrétaires médicales et assistants dans le RPPS+, et derrière, pouvoir adapter les moyens d'identification électronique et les usages pour que c'est une priorité nationale. Les médecins puissent se concentrer sur le temps médical, les soignants puissent se consacrer au temps soignant et qu'ils puissent être assistés de toutes les façons possibles. Et notre objectif est de leur mettre à disposition les moyens numériques pour que ça puisse se faire. Merci. Alors, merci à tout le monde pour ce bilan vague. On a pris un peu de temps là-dessus, mais ça nous paraissait valoir le coup. On a passé un jalon marquant avec la fin de cette vague 1. Je rappelle, les premiers dispositifs, ils ont été publiés à l'été 21. Donc voilà, ça y est maintenant, fin de cette vague 1 sanitaire sur le SONS. On passe maintenant du côté des usages en établissement de santé. Je crois que c'est Clara qui nous en dit un mot et on aura Samia qui présentera les principaux résultats. Oui, bonjour à tous. Effectivement, donc le programme Ségur usage numérique pour les établissements de santé est le programme qui permet justement de poursuivre les usages et le déploiement des usages au sein des établissements de santé. Et une fois atteint ces cibles, un financement pour les 2223 établissements engagés dans le programme. On avait déjà dit plusieurs fois en COSUI que c'était un fort taux d'engagement des établissements de santé qui maintenant faut transformer vers effectivement l'atteinte des cibles. Et donc aujourd'hui, on est en janvier. Le gros point, c'était qu'on devait finir ce programme à la fin 2023 et que l'on a décidé de poursuivre le programme pour engager encore plus d'établissements dans l'atteinte de leur cible pour atteindre. Donc, je vais laisser la parole à Samia qui va vous détailler un tout petit peu ces slides, même si je sais qu'on doit être assez synthétique quand même. Samia? Oui, bonjour à tous. Effectivement, Clara, comme tu l'as précisé, aujourd'hui à date, nous avons 2223 établissements qui sont engagés dans le programme SONES. C'est une forte participation et ceci nous permet d'avoir l'ensemble du panorama national d'établissements
qui soient représentés dans ce programme. Alors, sur les 5526 candidatures qui sont intégrées au programme, nous avons aujourd'hui 2653 candidatures qui ont atteint les cibles d'usage. Ça correspond à 1310 établissements qui ont atteint au moins une cible, soit près de 60% des établissements engagés. En regardant plus en détail, on constate que les domaines 1 et 4, respectivement dédiés aux documents de sortie et à l'utilisation de la MSS, sont les domaines avec le meilleur taux de réussite, 72% des ES engagés. Ainsi, on obtient donc 57% des ES engagés qui ont validé le domaine 1, 42% qui ont validé le domaine 4. Les bonus, quant à eux, ont pour un taux de réussite 35% pour le bonus reprise de l'historique et 58% pour le bonus compte rendu opératoire. À droite, hein, les domaines 2, biologie, et domaine 3, imagerie, sont quant à eux les domaines qui ont sollicité le plus de reports, avec un établissement engagé sur ces domaines sur 2 établissements qui valident les cibles d'usage en tant que primo-candidat, donc 50% des établissements sont des reports. Vous avez également un taux d'attente des cibles en bas à droite avec 19% pour la biologie et 35% pour l'imagerie. Ces taux s'expliquent par des freins organisationnels et structurels dans les établissements qui ont été discutés plus tôt ce matin. Donc, on peut passer à la slide suivante. Merci. Du coup, l'objectif de cette fin de programme est de renforcer l'accompagnement des établissements engagés afin de maximiser l'atteinte des cibles d'usage. Et de ce fait, au regard des résultats, des retours d'expérience des 3 précédentes fenêtres et suite à une concertation avec les régions et les fédérations, il a été décidé de prolonger de 3 mois la fenêtre 4. Ainsi, celle-ci prendra fin le 31 mars 2024 et sera en cohérence avec les jalons du SONS. Les établissements auront bien sûr jusqu'au 30 avril pour saisir leurs indicateurs dans OSIS, donc 1 mois supplémentaire comme ça a toujours été prévu dans les précédentes fenêtres. Nous avons également souhaité valoriser les efforts engagés par les établissements pour atteindre les cibles d'usage. Ainsi, pour les établissements qui n'atteindront pas leur cible d'usage d'ici le 31 mars 2024, ces établissements auront la possibilité de solliciter la transformation du paiement des avances en crédit d'amorçage. Donc voilà, ils n'auront pas à restituer les avances qui leur ont été faites, notamment dans l'attente des prérequis. C'était quelques mots sur SONES. Et donc, on peut discuter sur Open 2. C'est Clément qui a la parole pour le coup. Clément est là. Tout à fait. Bonjour, j'ouvre ma caméra, tout est bon. Donc, quelques mots maintenant sur les travaux de construction du programme Open 2. Quelques éléments de synthèse à date depuis, sur les réalisations depuis le mois de novembre. Donc, 3 étapes. 3 étapes méthodologiques: préparation documentaire, concertation de préqualification ARS et concertation mixte ARS-Fédération. Donc pendant la première phase de préparation, donc on a repris les données d'Open 1 pour les analyser, notamment sur les candidatures, le nombre de projets financés et les cibles qui ont été atteintes, avec pour objectif de pouvoir identifier un périmètre à consolider dans le prochain programme. On a repris aussi des éléments qualitatifs fournis par les ARS, le retour d'expérience sur le programme Open et SONES, pour comprendre les possibilités d'amélioration de pilotage notamment et de gestion pour capitaliser encore une fois sur le nouveau programme. Et puis bien sûr ont alimenté la réflexion, l'intégration de la stratégie nationale en termes d'usage des services socles. Dans une deuxième partie des travaux de construction, on a mis en place une phase de concertation dite de préqualification avec les ARS, où l'objectif de cette étape, qui se matérialise par plusieurs ateliers sur des semaines entre novembre et décembre, l'élaboration d'un premier périmètre candidat au programme sur la base des retours établissements et l'expérience d'accompagnement des ARS. Et donc, l'objectif de cette étape, c'était de préqualifier des segments ainsi que leur cible d'atteinte. Aujourd'hui, et les travaux sont en cours depuis 15 jours, une étape de concertation mixte, c'est-à-dire que dans des ateliers de travail, on réunit à la fois les représentants ARS et les fédérations pour travailler collectivement sur les sujets qui ont été préqualifiés et valider ensemble leur opportunité
dans Open2. Et en parallèle, identifier des cibles d'atteinte en termes d'usage qui sont en adéquation évidemment avec les besoins de terrain. L'objectif de ce programme de travail, enfin, cette construction méthodologique, c'est de définir un plan d'action stratégique qui soit cohérent, surtout en adéquation avec les besoins de terrain d'une part, et les priorités nationales d'autre part, qui ont été évoquées depuis le début de l'échange. Et second objectif également très important pour nous, c'est d'être en capacité d'élaborer une feuille de route pour Open2 qui soit logiquement alignée sur le calendrier des programmes CARE, la fenêtre 4 de SONES et la vague 2 du SONS. Et je profite du temps de parole qui m'est accordé pour remercier les ARS et les partenaires des fédérations pour leur collaboration sur ce travail collectif qu'on mène en ce moment. Merci Clément, ça nous paraissait important de vous parler de ces travaux de construction d'Open2 qui va venir prendre le relais sur tous ces enjeux de transformation numérique dans les établissements de santé qui vont évidemment se poursuivre au-delà de la dernière fenêtre de SONES. On a une petite dizaine de minutes de retard pour les prochains speakers, désolé. Donc je compte sur votre synthèse. On passe au Ségur numérique dans le médico-social. J'imagine que c'est toi, Odile, qui prend la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Benjamin. Alors dans le médico-social, on est dans la dernière ligne droite, on rentre dans la période du money time, comme a l'habitude de dire Benjamin justement. En termes de référencement de solutions, on a actuellement 55 solutions qui sont référencées au total pour MS1, MS2, ce qui traduit une vraie belle dynamique de la part des éditeurs de ce secteur et un engagement réellement très fort. Actuellement, donc 39 solutions référencées pour PAPH domicile, 12 pour la protection de l'enfance et 4 pour les personnes en difficulté spécifiques. Ce n'est pas tout à fait complètement terminé puisque là, ce qu'on vous donne, c'est la situation au 15 janvier. Et depuis le 15 janvier, on est le 17 aujourd'hui, il s'est passé encore quelques événements. Donc, je crois qu'on a aujourd'hui 3 solutions en plus qui sont référencées. Aujourd'hui, 17 janvier, c'est la date limite à laquelle le dialogue entre les éditeurs et l'équipe de référencement de l'ANS s'arrête. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres solutions référencées, puisque l'ANS continue à expertiser les dossiers là, à partir du 17 janvier, mais il n'y a plus de dialogue possible. Donc, on devrait être à peu près à 58 solutions référencées. La prochaine étape, là maintenant, c'est évidemment l'avancement du déploiement, avec une première étape très importante qui est la signature des bons de commande par les ESMS et puis le dépôt de ces bons de commande auprès du guichet de l'ASP. Et donc là, pour ça, on a une échéance importante, c'est celle du 28 février, qui est la date à laquelle le guichet de l'ASP pour pour le dépôt des bons de commande va se fermer. Donc la situation à aujourd'hui, elle n'est pas tout à fait idéale, on est quand même très en retard par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. C'est un objectif qu'on s'est fixé collectivement avec l'ensemble des éditeurs qui nous ont dit voilà comment on se projette, voilà le nombre de bons de commande, enfin le nombre de SMS à qui on pense pouvoir faire signer un bon de commande. Donc on est en retard, mais on a quand même aujourd'hui 11 500, un peu plus de 11 500 bons de commande, ou ESMS qui ont signé un bon de commande pour le domaine PAPH domicile et qui l'ont déposé à l'ASP. Et 259 pour le domaine protection de l'enfance, et puis ça peine à décoller pour les personnes en difficulté spécifique. Donc on s'est fixé un objectif à 20 300 d'ici le 28 février, donc il nous reste quelques semaines. On sait que dans le secteur sanitaire, il y a eu un élan très fort sur les dernières semaines, donc je pense qu'on ne va pas échapper à cette courbe-là, mais pour autant, on est quand même en retard. Donc pour ça, on a mené, pour essayer de mobiliser une majorité de SMS, on a mené un certain nombre d'actions de communication, en particulier les directeurs généraux des ARS ont écrit ou sont en train d'écrire à l'ensemble des ESMS. Nous, la DNS est là, que je remercie, a envoyé un courrier là en début de semaine aux gros organismes gestionnaires, ceux qui sont d'envergure nationale. On a fait un plan média avec interviews dans la presse, réseaux sociaux et présence sur les sites web médias là, en janvier, en février. Et puis, on fait un suivi rapproché
à la fois des éditeurs hein, qu'on a toutes les semaines en ligne, en visio, et puis des fédérations pour les aider aussi à mobiliser leurs adhérents. Voilà, donc tout le monde est à pied d'œuvre, hein, les ARS, les grades, les éditeurs, les fédérations, pour que vraiment on atteigne cet objectif au 28 février de signature des bons de commande et de dépôt sur le site de l'ASP. On aura ensuite une échéance beaucoup plus lointaine, hein, le 19 décembre 2024, puisque ce sera la date de fin de dépôt des demandes de solde, donc des vérifications d'aptitude. Didier, je te laisse la parole sur SMS numérique. Peut-être juste avant de basculer dans le SMS, hein, Odile, hein, pour rappeler à tout le monde, on a un effet, nos chers éditeurs attendent souvent le dernier moment pour faire les formalités à l'agence de services et de paiement, donc on imagine qu'il y a déjà un peu plus de bons de commande signés, et on les verra probablement arriver à la toute fin de la période jusqu'au 28 février. Didier. Il n'y a pas que les éditeurs, il y a aussi les SMS, je pense. C'est vrai. Ils sont aussi, qui attendent un peu le dernier moment. C'est pour ça qu'on les mobilise. Didier sur SMS numérique. Oui, le complément SMS numérique, ou enfin peu importe dans quel sens on voit, effectivement, c'est très très important pour atteindre les objectifs quantitatifs hein, du programme. Hein. Je vous rappelle qu'on ambitionne d'embarquer plus de 36 000 établissements et services dans le programme SMS numérique pour parachever le rattrapage du retard du secteur médico-social et social par rapport au secteur sanitaire. Et cette cible ne pourra être atteinte que si SONS joue pleinement son rôle. Néanmoins, sur la partie stricte ESMS numérique, on a quand même fait en 2023 une année avec de bons résultats, puisqu'on est à près de 17 000 établissements qui sont embarqués dans le programme et donc qui vont venir chercher des financements avec 6 000 établissements pour l'année 2023 hors SONS. Et donc, on espère bien qu'avec SONS, on passera largement au-dessus de ce chiffre. En termes de, je ne vais pas détailler tous les chiffres, mais en termes de progression, d'avancement des projets qui sont financés, on a un tassement assez important, un continu sur le troisième trimestre des démarrages et des paramétrages et des arrivées de projets qu'on s'explique pour l'instant pas complètement, si ce n'est que le rythme a été assez soutenu sur ces démarrages, paramétrages dans le trimestre précédent. Mais donc, c'est un point de vigilance important que nous avons, puisque c'est bien que les projets soient financés, mais c'est quand même encore un petit peu mieux qu'ils avancent et qu'ils délivrent leurs usages. Alors, en termes d'usage, justement, on a pour l'instant un indicateur qui est tout à fait positif, qui est l'indicateur du nombre de DUI actifs, qui est en progression constante et qui est, pour l'instant, se maintient au-dessus de la courbe théorique. Pour mémoire, c'est un défi 2024 important, 410 000 DUI actifs en fin d'année 2024, c'est ce qui conditionne le remboursement de la subvention Ségur de 600 millions d'euros par l'Europe. Donc on a une obligation évidemment collective d'atteindre ces 410 000. On est sur la trajectoire et il faut maintenant que cette trajectoire se confirme et que nous puissions récolter les preuves de conformité sur ces 410 000 DUI actifs. 2024, nos défis, outre ce défi de remboursement par l'UE des 600 millions d'euros de l'avance Ségur, nous devons embarquer 9 000 établissements de plus, là encore en cumulant à la fois SONS et ESMS numérique, pour pouvoir nous rapprocher de la dernière étape 2025 qui consistera à faire le dernier bond pour atteindre nos 36 300 établissements. Dans les toutes prochaines étapes imminentes, l'ouverture des appels à projets régionaux qui est imminente. Les régions sont dans les starting blocks et nous attendons la publication de l'instruction ESMS numérique qui est dans le circuit de signature et dont la publication devrait être imminente. Je vous rappelle aussi un point très très important, le lancement de l'expérimentation Mon Espace Santé sur le secteur médico-social. Expérimentation pilotée et à l'initiative de la DNS et de l'ANS et que nous suivons côté CNSA avec beaucoup d'attention puisque c'est quand même quelque chose qui va nous donner des clés importantes pour faire décoller les usages de Mon Espace Santé. On sait qu'il y a des attentes importantes du côté du secteur médico-social sur ce sujet, attentes qui sont parfois déçues par l'engagement estimé pas optimal du côté des hôpitaux et de la médecine de ville, ce qui est un peu en contradiction avec les chiffres qu'on voit, et donc ça demandera à être un peu creusé dans ces expérimentations. Et puis, jalon pour le premier trimestre important aussi, l'ouverture de l'appel à projet national qui concerne donc les porteurs de projets de grande taille, plus de 50 ESMS,
et qui constituent aujourd'hui les projets nationaux, à peu près un quart du volant en termes de nombre de SMS embarqués dans le programme. Merci beaucoup, Odile et Didier, là, pour ce tour d'horizon sur le Ségur dans le médico-social. Alors, on a fait le tour là, de tous les dispositifs aujourd'hui actifs, déployés en cours de déploiement. C'est toujours un challenge de faire le tour d'un programme aussi large que le Ségur en peu de temps. Maintenant, on va vous parler plutôt de l'avenir, à la fois de la vague 2 et de la suite. Donc là, pour rappel, c'est ce qu'on présentait au tout début, les 3 grandes étapes pour atteindre le partage fluide et sécurisé des données de santé. On a absolument besoin de cette vague 2 qui va venir finalement se baser sur le socle de la vague 1 pour atteindre cette promesse. Une fois qu'on a de l'information disponible de façon massive, et on a vu que c'est le cas dans à peu près tous les couloirs, notamment du sanitaire, et ça va bientôt être le cas dans le médico-social, il faut faire en sorte que cette information elle soit utilisée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire les objectifs que vous avez à l'écran. Ça veut dire, pour les professionnels, avoir une consultation facilitée de l'information qui est disponible dans mon espace santé. Donc il y a tout un tas de fonctionnalités dans ces logiciels vague 2 qui sont prévues. Le fait de savoir sans clic si le profil de mon espace santé il existe, savoir pareil de façon très simple si des nouveaux documents sont présents, quel type de documents sont présents. En gros, dans le contexte de la consultation, il faut que d'un coup d'œil, je sache, moi médecin, si j'ai intérêt à aller consulter l'espace santé du patient pour sa prise en charge. C'est aussi l'enjeu, on voit aussi qu'il y a, notamment grâce à tout ce qui a été fait sur la messagerie sécurisée de santé, et ça va se poursuivre, de plus en plus d'informations qui vont être reçues par ce canal-là. Et donc, pareil, il faut que le professionnel de santé puisse intégrer ces documents et cette information reçue par messagerie sécurisée de santé pour pouvoir l'utiliser. Donc là, c'est avec des fonctionnalités, certaines existaient déjà en vague 1, on va venir les renforcer en vague 2, le fait de pouvoir classer très facilement le document reçu dans mon dossier patient local. Le fait de, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, maintenant que les opérateurs de messagerie sécurisée de santé se sont mis à ces API standards, il va falloir que les logiciels côté professionnel se mettent aussi à ces API standards. Ça sera un début de la vague 2. Et puis, vous le savez, il y a un troisième objectif, c'est de venir renforcer la sécurité de la couche logicielle avec les dispositifs SONS des professionnels de santé dans le contexte que vous connaissez. Cette vague 2, elle va aussi être un petit peu, alors pas la voiture balai, mais peut-être le service après-vente de la vague 1. On a vu avec Sentinelle qu'il y a un certain nombre d'usages qui ne sont pas aussi simples qu'espérés. Donc, il y a des actions de court terme qui sont menées sur le terrain, et on sait qu'il y a des actions plus systématiques, on va dire, qui seront menées aussi dans le cadre de la vague 2 en venant faire évoluer certaines fonctionnalités pour gérer l'INS de façon encore plus simple, pour s'assurer que l'alimentation systématique de mon espace santé elle est bien traduite dans les différents couloirs. La vague 2, on viendra aussi étendre à des nouvelles professions, et que vous connaissez, les sages-femmes, les chirurgiens dentistes, les paramédicaux, et à un nouveau type de logiciel en imagerie pour partager, au-delà du compte-rendu, d'avoir le partage sécurisé de l'image médicale qu'il y a derrière le compte-rendu. Voilà sur l'ambition. On vous a mis, je crois, sur la page suivante, un petit peu le détail des cas d'usage très concrets qui se cachent derrière tout ça. C'était une slide qu'on vous avait déjà partagée au précédent COSUI, donc vous l'aurez pour mémoire dans les slides, mais je vous propose de passer. C'est un peu ce que je viens de raconter sur les différents enjeux. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier COSUI? On l'a dit en introduction, il y a eu beaucoup de travaux sur la vague 2 au cours de ce second semestre 2023. Pour que tout le monde soit bien au clair sur où est-ce qu'on en est, on avait publié à l'été, on en avait parlé au dernier COSUI, les projets de dispositifs vague 2, donc dans ces versions release candidate, désolé pour l'anglicisme, pour les premiers dispositifs à l'hôpital, en imagerie et chez les médecins de ville. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le mois de septembre? Alors, on a mis de côté les travaux médecins pour concentrer tout l'effort de l'écosystème sur les sujets d'adoption et des usages vague 1. On a continué à travailler donc avec l'hôpital et l'imagerie. On a fait plusieurs choses. On est venu partager un certain nombre d'arbitrages sur la base des retours d'éditeurs que les éditeurs nous avaient fait sur la base des documents de cet été. Donc là, on vous a remis les liens des 3 plénières qui ont lieu en septembre et octobre. Il y a eu en parallèle des travaux assez intenses sur le périmètre SSI et sur les architectures, ces fameuses API sécurisées par ProSanté Connect. J'en dirai un mot dans un instant, avec une restitution qu'on a partagée à tout l'écosystème lors d'une plénière le 15 décembre. On a eu aussi des séquences de travail particulières à la demande des éditeurs de DPI, avec certains sujets spécifiques à l'hôpital, et on est venu restituer tout ça à l'écosystème concerné le 21 décembre. Et puis, on est venu aussi présenter les évolutions du parcours éditeur. Ça fait le lien avec ce que Jean-Christophe évoquait tout à l'heure. On a pris aussi le retour d'expérience des opérations de la vague 1 pour venir simplifier la vie à la fois aux industriels, pour que les opérations de référencement et de financement elles soient les plus simples possibles, mais aussi en tenant compte des retours
de la vague 1 du côté des clients, donc des établissements et professionnels de santé, notamment pour voir comment on améliorait la qualité des logiciels une fois qu'ils étaient déployés sur le terrain. Évidemment, tous ces travaux, hein, vous pouvez les retrouver sur la page qui est indiquée en bas sur le site de l'Agence du numérique en santé. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Si on passe sur la page suivante, aujourd'hui, sur les derniers travaux techniques à faire aboutir, ils se concentrent vraiment sur les thématiques de sécurité et sur les API ProSanté connectées. Alors, ça nous paraissait intéressant, on a partagé ça avec l'écosystème, notamment industriel, le 15 décembre, mais ça nous paraissait important que tout le monde ait les idées au clair, hein, sur ce qu'on cherche à faire et pourquoi on a besoin de ces API. Je rappelle, hein, vous connaissez le slogan, entre guillemets, de la feuille de route, hein, c'est de mettre le numérique au service de la santé. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que le professionnel de santé, il doit savoir accéder de façon fluide et sécurisée à tous les services numériques dont il a besoin pour son activité. Pour la vague 2, ça veut dire accéder la plupart du temps directement depuis son logiciel, sans avoir besoin de se réauthentifier, au service socle du DMP, que ce soit en alimentation, en consultation, la messagerie sécurisée de santé, l'ordonnance numérique pour les couloirs qui sont concernés et le téléservice de qualification de l'INS. Pour faire ça, on a des actifs qui sont déjà en place. Là, on a un service socle qui existe, Santé Connect, hein, opéré par l'Agence du numérique en santé, qui est le vrai fédérateur d'identité de référence de notre secteur, qui est basé sur des standards et qui est aujourd'hui déjà largement déployé grâce à la vague 1 du Ségur numérique. On a un cadre réglementaire qui existe, avec le référentiel d'identification électronique publié en 2022. C'est notamment ce texte-là qui vient, selon les cas, soit imposer, soit promouvoir l'usage de ProSanté Connect, les moyens d'authentification à 2 facteurs pour l'accès à un certain nombre de services. Si maintenant je parle de la consultation du DMP, vous avez compris, c'est vraiment l'objectif numéro 1 de cette vague 2, hein, c'est permettre la consultation de l'information dans mon espace santé pour le professionnel. On a des possibilités de consultation déjà en place, ça fait lien avec ce qu'évoquait Claire tout à l'heure. On voit qu'il y a des premiers usages, encore certes balbutiants, mais de consultation de cette information qui apparaissent. Hein. Consultation par l'accès web au DMP, qui est disponible, je rappelle, depuis maintenant plus d'1 an, y compris par ICPS, et le dispositif R simplifié en établissement de santé. Et puis, on est venu aussi publier au mois d'octobre un certain nombre de textes autour du DMP, le référentiel DMP pour venir rappeler l'ensemble des règles qui s'attachent notamment à la consultation de l'information présente dans mon espace santé par les professionnels. Et puis, la mise à jour de la matrice d'habilitation, c'était notamment pour encadrer la possibilité d'accès à mon espace santé pour de nouvelles professions, notamment dans le champ du médico-social. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire sur la base de ces actifs pour traduire cette ambition de mettre le numérique au service de la santé que j'évoquais tout à l'heure? On a besoin d'ouvrir la possibilité pour qu'il y ait vraiment cette consultation la plus fluide et sécurisée possible, encore une fois, directement depuis son logiciel, de la connexion au service socle par ces API sécurisées par ProSanté Connect. C'est ce qui permettra notamment, je pense en ville, même si la carte CPS est au secrétariat, d'avoir sur le poste du médecin la consultation d'informations par mon espace santé entre guillemets, en live pendant la consultation. Donc pour ça, il y a un certain nombre de travaux de spécification technique et opérationnelle qui ont été conduits. Ça pose aussi la question de quels sont les dispositifs de conformité qu'on imposera aux éditeurs et puis de trajectoire d'évolution de certaines choses. Il y a des choses qu'on va exiger tout de suite et des choses sur lesquelles on s'engagera avec l'écosystème dans une trajectoire. Et puis, évidemment, il y a aussi des gros travaux qui sont là quasi sur le point d'aboutir côté assurance maladie pour mettre en production ces modalités de connexion dans les téléservices que j'évoquais. Donc ça, c'est plutôt les travaux de conception, hein, qui nous occupent beaucoup et sur lesquels on a beaucoup travaillé avec l'écosystème. Mais entre guillemets, à ce stade, ça restera du papier. Il va falloir que la vague 2 du Ségur fasse son boulot, entre guillemets, de s'assurer de la diffusion massive de ces fonctionnalités dans les logiciels. Et puis, Jean-Baptiste va nous dire un mot dans un instant. Au-delà du logiciel, on va aussi agir de façon extrêmement massive là, en 2024 et en 2025 pour accompagner tous les professionnels dans la prise en compte de l'ensemble de leurs obligations. Hein. J'ai cité tout à l'heure l'exemple des moyens d'identification électronique à 2 facteurs, hein, indispensables pour consulter le DMP, qui aujourd'hui sont très peu présents à l'hôpital. Et donc, c'est ce qu'on va faire avec le programme CARE et les dispositifs HospiConnect. Avant de passer la parole à Jean-Baptiste, hein, pour dire ce qui nous attend, on l'avait déjà évoqué, hein, les dispositifs vague 2. En vague 1, on avait publié un peu tout d'un coup. On va être dans une logique de publication plus progressive pour la vague 2, en s'adaptant au mieux, hein, finalement, à la maturité des travaux sur chaque secteur. Et on commencera par les 2 secteurs qui sont l'hôpital et l'imagerie. Donc à l'hôpital, hein, je viens de le dire, on a une alternative possible pour la consultation du DMP au-delà de ces API ProSanté connectées, qui est le dispositif R simplifié, hein,
Donc, on a des échanges avec l'écosystème. Hein, donc, l'arbitrage est à venir pour voir si on restreint finalement, on impose comme seule méthode R simplifié dans la consultation du DMP, évidemment uniquement à l'hôpital. On a encore quelques précisions à apporter de détails sur le cadre administratif et financier. Et puis, il faudra ensuite prendre les derniers arbitrages côté pouvoir public de prix et de délai pour garantir l'équilibre de tout ça. C'est le petit triangle qu'on ressort à chaque fois, l'équilibre entre ce qu'on exige en termes de périmètre technique et de fonctionnalité, le prix et les conditions administratives que l'État est prêt à consentir, et puis les délais qu'on laisse pour que tout ça, encore une fois, on reste dans la même logique que la vague 1. Le but, c'est que 80% et plus de chaque marché adopte ces dispositifs et ces mises à jour de logiciels. Côté imagerie, on est dans un monde un petit peu différent parce que là, pour le coup, l'accès simplifié, notamment des risques au DMP, va devoir passer par ces API ProSanté connectés. Donc, on a besoin encore de poursuivre les travaux à la fois en interne avec l'écosystème sur ce sujet que j'évoquais à l'instant. Et puis, pareil, hein, une fois que ça sera sec, on devra prendre ces arbitrages de prix et de délai comme pour l'hôpital. Sur la ville, rappelez-vous, on avait mis, entre guillemets, un peu en pause. On avait beaucoup travaillé au premier semestre avec les représentants des médecins et les éditeurs de logiciels concernés. On avait mis un peu en pause les travaux au second semestre pour se concentrer sur la vague 1. On va relancer très prochainement les travaux vague 2 avec cet écosystème. Mais sur la base de, entre guillemets, là où on était arrivé cet été, de tous les travaux du second semestre conduits par l'hôpital et l'imagerie, dont certains vont directement alimenter les travaux pour le champ des médecins, et puis de spécifiques plus sectoriels. On a un certain nombre de points sur lesquels la FEMA nous a saisi. Il y a un sujet particulier à la ville qui est la gestion du volet de synthèse médicale. Et donc ça, les travaux vont se lancer très prochainement. Et puis sur la ville, hein, on va évidemment, en lien avec les médecins, travailler main dans la main avec les autres couloirs de la ville, hein, sur lesquels il y avait des travaux entre guillemets un peu moins avancés, mais qui ont déjà occupé pas mal de monde là, les derniers mois, sur le périmètre des officines, sur ces nouvelles professions, hein, les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les paramédicaux. Et puis, je crois que ça répond à une des questions qu'il y avait dans le chat, hein, sur les structures d'exercice coordonnées, où on voit qu'on a des enjeux très particuliers. Ça sera très probablement un dispositif ad hoc qu'on sortira en vague 2 là-dessus. L'objectif, hein, c'est, on voit qu'en termes de fonctionnalité, de logiciels et d'éditeurs, on est sur des secteurs qui sont très poreux, et donc on va travailler de façon très coordonnée pour sortir à la fin des dispositifs très cohérents sur ces différentes dimensions. Et puis vous le savez déjà, on va travailler en parallèle sur un dispositif spécifique en biologie médicale, hein, avec l'objectif, c'est de sécuriser un déploiement le plus massif possible de ces fonctions clés de la vague 1. Et je crois que c'est dès février, dès le mois prochain, que commence la phase de concertation avec l'écosystème de la biologie médicale, tant côté professionnel qu'industriel. Donc ça, c'est ce qui concerne la vague 2 sur le logiciel. Maintenant, Jean-Baptiste, je te laisse la parole pour que tu nous dises un mot de la partie plutôt sécurité avec Care et HospiConnect. Oui, merci Benjamin. Et donc, merci de cette opportunité-là de prendre quelques minutes pour vous présenter ces programmes, en particulier le programme Care, donc qui vient... Qui est lancé, hein, qui va se dérouler en parallèle du Ségur, mais qui vient clairement s'articuler en complément, donc dans le domaine de la sécurité, plus spécifiquement dans le secteur hospitalier. Donc le programme CARE, je pense que la communication a beaucoup été relayée dans la presse depuis l'annonce par le ministre il y a quelques jours. Je pense que vous en avez entendu parler. C'est quand même un programme d'une ampleur assez inédite, hein. On parle de 250 millions d'euros qui sont déjà engagés entre maintenant et 2025 sur les différents axes de ce programme. On parle d'un objectif qui est à hauteur de 750 millions d'euros d'ici 2027 et qui réunit toutes les instances, en tout cas au moins du côté de la puissance publique, hein. C'est un programme qui est coopéré par l'ANS, la DNS, la DGOS, le FSSI et l'ANSSI, en lien avec les ARS et des grades, et également avec les fédérations hospitalières en particulier. Donc, en quelques mots, hein, je pense que là aussi, vous avez perçu les 4 axes de ce programme. Le premier axe qui est sur la gouvernance et la résilience des établissements de santé. On a quand même déjà, depuis le lancement de ce premier axe en 2023, près de 1500 exercices de crise qui ont été réalisés dans des établissements de santé. Je ne vais pas pouvoir parler de tous les sujets. On a le référentiel HAS qui a été mis à jour et le recrutement d'experts visiteurs numériques dans les hôpitaux. On a un axe très important, évidemment, de pérenniser des ressources et de favoriser la mutualisation sur ces sujets entre les établissements. On a un axe de sensibilisation à tous cybervigilants. On
on sait que la cybersécurité, c'est pas simplement un sujet d'expert, mais c'est bien un problème un sujet qui s'adresse à tout le monde, que ce soit dans les établissements de santé au niveau des directions, des médecins, mais aussi des patients d'ailleurs. On a l'obligation, notamment maintenant, dans toutes les formations de filière santé, d'avoir des modules de formation au numérique en santé et à ces sujets de sécurité. Et puis, on a sur l'axe 4 plusieurs programmes de financement là, qui sont en cours de lancement. Notamment un programme d'appel à financement sur tout ce qui concerne le sujet de la sécurité des annuaires et l'exposition Internet des établissements, donc sujet hautement prioritaire face aux cyberattaques dont la presse s'est fait aussi l'écho ces derniers mois. Je ne vais pas vous citer tous les chiffres qui sont sur le slide, mais là aussi, dans les 250 millions d'euros, on est quand même sur des montants à plusieurs dizaines de millions d'euros sur chaque sujet. Un programme dont HospiConnect, là, qui est lié et plus directement articulé avec le Ségur, sur lequel je vais revenir sur le slide suivant, et puis un troisième programme qui va être lancé en termes de groupe de travail à partir de la fin du mois sur tout ce qui concerne les plans de continuité et de reprise d'activité en établissement. On peut passer sur la slide suivante. Voilà, et donc là ici quelques mots sur ce programme auquel on avait donné le petit nom d'HospiConnect, mais qui concerne le sujet de la sécurisation, de la simplification aussi de l'identification électronique des professionnels en établissements sanitaires, mais aussi établissements médico-sociaux, dans le but de sécuriser l'accès aux données, et puis directement en articulation avec les objectifs qui ont été évoqués à plusieurs reprises là, de la vague 2 du Ségur, qui sont la consultation du DMP, qui nécessite l'utilisation de moyens d'identification électronique sécurisés par les professionnels, et on sait que c'est un grand changement de pratique, en particulier dans le secteur hospitalier. J'en profite pour dire qu'on travaille activement en ce moment à l'ouverture de l'accès en consultation en mode web, donc au web PSDMP, pour les professions qu'on a appelées professions à rôle, toutes les quelques milliers de personnes, notamment dans le secteur médico-social, mais aussi les préparateurs en pharmacie, qui sont enregistrés là, depuis quelques semaines, quelques mois dans le RPPS, à travers le projet nommé RPPS+. Donc cette ouverture, elle devrait avoir lieu, j'espère, dans le courant du mois de février, donc assez rapidement. Pour revenir sur HospiConnect, c'est un programme donc, qui va démarrer sous forme d'appel à projets successifs avec 3 cibles, 3 objectifs à atteindre pour les établissements. Alors l'une ou l'autre de ces cibles, mais qui sont quand même cumulatives. La première cible minimale à atteindre, c'est effectivement de déployer des moyens d'identification électronique à 2 facteurs. Alors ils peuvent être de diverses sortes. On pense évidemment aux cartes CPS qui sont fournies par l'ANS, par la puissance publique, mais il peut y avoir des alternatives avec ProSanté Connect, comme des clés FIDO qui vont bientôt être utilisables avec ProSanté Connect, mais aussi des établissements qui peuvent faire le choix d'autres types de cartes à puce qui sont tout à fait des moyens acceptables puisque sécurisés en termes de double facteur d'authentification. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, la première cible à atteindre pour bénéficier de financement sera de déployer au moins de manière partielle dans les premiers appels à projets des moyens d'identification sécurisés sur une partie de la population des hôpitaux. Une deuxième cible qui viendra en complément, qui est le déploiement de briques d'IAM SSO. Donc là, il s'agit toujours pareil de sécuriser, mais là aussi de simplifier l'authentification des professionnels en ciblant évidemment, en évitant aux professionnels d'avoir à se réauthentifier plusieurs fois par jour pour accéder à différents services numériques. On vise là une authentification unique, sécurisée avec un moyen à 2 facteurs, mais qui permet d'accéder à l'ensemble des services à terme du système d'information hospitalier. Et puis une troisième cible qui serait pour les établissements qui le souhaitent, de faire en sorte que cette identité locale du système d'information hospitalier soit reconnue au niveau national, en faisant en sorte que l'établissement devienne lui-même un fournisseur d'identité tiers dans la fédération ProSanté Connect, pour accéder là aussi à partir finalement d'une authentification unique sur le SIH à l'ensemble des services externes accessibles par ProSanté Connect, en premier lieu desquels les téléservices, les services socles, les téléservices de l'assurance maladie. Voilà, ces appels à projets vont se dérouler de manière un peu itérative, sont des sujets nouveaux. On est conscient que c'est un changement important au niveau de l'écosystème. C'est aussi des évolutions techniques avec des nouvelles générations de cartes, etc. Donc on essaie d'être pragmatique sur ces appels à projets en les lançant de manière itérative avec un premier appel à projet qui devrait sortir d'ici quelques jours ou là, des toutes prochaines semaines, qui va s'adresser à un nombre limité d'établissements qui a vocation à tester surtout des solutions techniques. Et puis il y aura un deuxième appel à projet pour un nombre plus important, 50 à 100 établissements qui devrait
être lancé mi-2024 pour tester là un passage à l'échelle surtout de ces dispositifs d'accompagnement et de financement, et puis courant 2025 une généralisation de ces appels à financement pour permettre à l'ensemble des établissements sanitaires, médico-sociaux de candidater à ces cibles. Voilà, pour faire assez court. Merci Jean-Baptiste. On est très en retard. Je vais aller très très vite sur le volet réglementaire, notamment parce que c'est plutôt une mise à jour technique d'un texte. Donc, pour rappel, on voulait avec le Ségur passer d'un monde où on avait un certain nombre d'obligations un peu générales dans le Code de la santé publique, mais souvent pas suivies d'effet, notamment du fait d'une intégration très partielle des différents services socles indispensables dans les logiciels. Donc, avec le Ségur, on passe d'abord par une phase transitoire de mise en conformité des logiciels et de démarrage des usages, y compris avec des incitations financières. Et ensuite, on vient en faire entrer en vigueur les obligations réglementaires, notamment pour les professionnels de santé, les obligations de transmission par voie numérique, donc vers mon espace santé, et par messagerie sécurisée de santé, des documents de santé. Avec évidemment à chaque fois l'obligation, vous l'avez vu dans les logiciels, le professionnel peut toujours retenir un envoi, par exemple dans les cas d'annonce. Donc ça, c'est ce qui est couvert par l'article L1111-15 du Code de la santé publique, qui traduit ce que j'évoquais à l'instant. Je rappelle que depuis sa rédaction de décembre 2020, la liste des documents sur lesquels porte cette obligation, elle est fixée par un arrêté de la ministre chargée de la Santé, ce qui nous permet de faire entrer en vigueur ces obligations au fur et à mesure, finalement, que les logiciels se déploient, que les freins techniques au partage numérique fluide et simple de ces documents sont levés. Donc, il y avait un premier texte qui était paru en avril 22, et on avait dans ce premier texte une première liste de documents pour lesquels l'obligation est rentrée en vigueur il y a maintenant plus d'un an, et un deuxième lot de documents pour lesquels l'obligation rentrait théoriquement en vigueur là, au 31 décembre dernier. Et c'est cette liste-là qu'on vient mettre à jour, vous allez voir à la marge, pour tenir compte à la fois des retours du terrain et de l'avancée du programme. Alors, je vous présente très rapidement les évolutions. Alors, c'est en bleu, ça ne se voit pas très bien. Il faudrait dans la version en ligne, on le fera mieux ressortir. Un point de détail sur les comptes rendus d'examen de biologie. On vient préciser que ne sont pas couverts par cette obligation les comptes rendus de génétique constitutionnelle. Il y a un autre article du Code de la santé publique qui dit que pour ces éléments-là, c'est uniquement le médecin prescripteur de l'examen qui doit partager les résultats aux patients. Donc, évidemment, ce n'est pas le même schéma que l'alimentation systématique. On est venu ensuite rajouter un type de document. Là, vous voyez, c'est finalement les autres prescriptions. On avait déjà les prescriptions de produits de santé, les prescriptions d'examen de biologie. Et là, finalement, c'est les autres prescriptions pour tous les actes de kiné, d'infirmier, etc. Ça, je rappelle, c'est des types de documents pour lesquels tous les logiciels Vaguin concernés savent les produire de façon systématique. Donc, pas de problème à ce que ça rentre dans le champ de l'obligation de partage. Et puis, les deux derniers documents que vous voyez sont des documents plutôt du périmètre de la vague 2. Et donc, on est venu repousser l'entrée en vigueur de cette obligation pour être cohérent avec ce qu'on imagine être le prévisionnel de déploiement de la vague 2. On va laisser les logiciels se mettre à jour avant de faire entrer en vigueur cette obligation. Et puis, dernier petit détail, on a supprimé, pour ceux qui sont vraiment hyper attentifs, une ligne de ce tableau-là qui était une ligne un peu trop générale à notre goût, qui pouvait être lue comme étant tous les documents produits par un médecin, ce qui évidemment était antinomique avec notre volonté d'avoir une liste précise au fur et à mesure que les logiciels montent en maturité en termes à la fois de production et de partage de ces documents de santé. Voilà, je crois qu'on a été complet, on est un tout petit peu en retard. Il me semble qu'en termes de questions-réponses, merci d'ailleurs à tous les camarades qui ont fait le SAV dans la conversation. J'ai l'impression, sous le contrôle d'Olivier, que tout a été à peu près répondu. Ce que je vous propose, vu qu'on a déjà dépassé le temps, on vous mettra la version écrite de cette conversation dans les slides qu'on met sur le site de l'Agence du numérique en santé dans la journée. Comme ça, vous aurez tous les questions-réponses. Voilà, et je crois qu'il me reste juste une slide sur les prochains rendez-vous et on aura été complet. Alors, prochain rendez-vous, donc il y a rendez-vous, je rappelle, dès demain pour la Journée nationale d'innovation santé numérique au Beffroi de Montrouge, suivi de la cérémonie de remise des talents de l'e-santé. Donc ça, c'est dès demain. Je rappelle, on aura donc tous rendez-vous le 31 janvier à 17h à la Maison de la Chimie pour célébrer à la fois les 2 ans de Mon Espace Santé et les 250 millions de documents après lesquels on courait depuis 3 ans. Et puis, d'ailleurs, je rappelle pour les quelques journalistes qui doivent être connectés, qu'il y aura un point presse à l'occasion du 31 janvier. Ce sera l'occasion de répondre à vos éventuelles questions aussi sur le bilan de la vague 1 qu'on vient de présenter. Et puis, on se retrouve pour le prochain comité de suivi, le mercredi 15 mai prochain. On aura d'ici là le résultat sur les commandes
dans le médico-social. On aura bouclé le programme SONES, on aura avancé sur Open 2 et on aura très probablement sorti les premiers dispositifs de la vague 2. Voilà, donc on vous donne rendez-vous à tous le 15 mai dans ce format-là. Et puis au sein des différentes task forces et des différentes instances habituelles très vite. Voilà. Écoutez, un grand merci à tous. Désolé pour le petit dépassement de timing, mais on a eu pas mal de problèmes techniques. Très bonne journée. À très bientôt. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.